J'ai une bonne expérience dans le domaine des pêches, que j'ai acquise d'abord en étant pêcheur mousse à l'île de Watt, et ensuite, là, je ne fais pas la pêche en mer pour les Nations Unies, mais je travaille pendant plusieurs années de fait sur les questions des pêcheurs côtiers des Nations Unies. Et donc voilà une expertise qui est appréciée. Il se fait, là, bon, c'est vraiment une coïncidence, c'est du hasard. À une époque, je suis en Bretagne et quelqu'un que je connais, parce que je suis lié à déjà des projets de type écologique de repeuplement en poisson des rivières. Quelqu'un me dit, tiens, est-ce que tu sais qu'il y a tout près d'ici, sais-tu qu'il y a tout près d'ici une sociologue, Geneviève Delbos? Je dis, je connais deux noms. Et il me présente, et il se fait que Geneviève Delbos s'intéresse beaucoup à deux populations localement, aux populations d'ostréiculteurs, de conchyliculteurs de manière générale, c'est-à-dire qui élèvent des huîtres et qui élèvent des moules aussi, viticulteurs, et les populations de paludiers. Et on bavarde, et puis voilà, on finira par se marier, avoir des enfants. Mais dans nos discussions, il y a des choses qui nous frappent, c'est-à-dire à la fois la ressemblance entre les populations qu'elle connaît, qui sont en Loire-Atlantique, mais qui sont en fait les villages qu'elle connaît bien, qui sont en fait à vol d'oiseau, à 25 km de Vannes, et des populations qui sont absolument différentes, qui n'ont aucun rapport apparemment, alors que ce sont les mêmes personnes. Voilà. On sait bien que la frontière de la Bretagne passe un peu par là, elle passe à ces endroits-là. Il y a un grand folkloriste, Guérif, qui nous invitera un jour, Geneviève et moi, et qui nous dira, vous savez où passe la frontière de la Bretagne? Et on dit oui, bah on sait bien, il y a des fougères qui sont vitrées, mais c'est pas comme ça qu'on trouve la frontière. Je vais vous montrer comment on trouve la frontière entre la Bretagne et la France. Bon. Et il s'assied au piano. Bon, c'est un peu une surprise. Il dit, vous connaissez les gars de Locminé? Sont les gars de Locminé. Il dit, voilà, écoutez, à Saillé, voilà, on le joue comme ça, et il le joue sur le piano. Et je ne sais plus quel autre village, il dit, bah, du côté de Guérande, là aussi, et là, on le joue comme ça. Vous entendez la différence? Oui, on entend la différence, même sans être musicologue. La musique à 5 temps quand c'est en Bretagne et à 4 temps quand c'est en France. Il n'y a pas de musique à 5 temps en France, mais la musique à 5 temps, ça c'est typiquement breton. Il dit voilà, alors je parlais de village en village et je leur dis, il y a quelqu'un qui joue du piano, qui peut faire les gars de Locminé, et je peux vous dire exactement s'il y en a encore en France ou en Bretagne. Voilà, alors c'est de ce côté-là, donc on est vraiment à la limite effectivement de la Bretagne, mais sinon ce sont les mêmes, véritablement que les mêmes populations. Et ces villages sont extrêmement différents. En particulier, moi j'ai mes familles avec une moyenne de 5 enfants à Watt, et là des moyennes de 2, quelque chose du côté de Saint-Molf et de Mesquer, dans les généalogies que Geneviève a récoltées, déjà même avant qu'on se rencontre. Et là, il y a des mystères, voilà, des choses qu'on veut résoudre. Et aussi, ce qui nous fascine, ce sont ces tentatives faites d'enseigner à l'école la méticulture, l'ostréiculture, le travail du sel, le travail de la pêche, alors que ce sont des savoirs qui sont entièrement, comment dire, rétifs, qui refusent ce genre d'enseignement. Il faut être sur le bateau, il faut être sur le marais, etc. Et quand on essaiera de faire revenir une génération de paludiers dans la région de Guérande, parce qu'il y en a plus, les derniers ont 80 ans, 90 ans, et qu'on dira, bon, on va mettre des jeunes à travailler sur le marais, ces jeunes vont revenir en disant, mais ça sert à rien. Non seulement ils disent rien, mais quand on pose des questions, ils ne savent pas. Bon.
Et ça, c'est quelque chose qui nous fascine. Qu'est-ce que c'est des savoirs qui sont même pas transmis par la parole? Il n'y a pas de la parole qui passe. Alors, j'avais déjà un peu compris de la pêche. Ce sont des gestes qu'on vous montre. Ce sont des gestes qu'on vous montre. Ce sont des pratiques. Ce sont des choses qui sont dans l'œil. Sur les marais salants, la hauteur d'eau, on l'a dans l'œil. On a l'odeur du marais. On a la présence de limu à la surface, des algues qui apparaissent. On a la présence de salicornuno autour de la saline, etc. Ce sont des savoirs empiriques et qui ne sont même pas transmis d'un père à un fils, mais qui sont essentiellement transmis en le faisant, en copiant ce qu'un autre fait. Il n'y a même pas de parole. Voilà. Et donc, au moment où on veut recréer ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que les marais salants sont à l'abandon. Alors, le gouvernement, les départements disent il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. On va en faire on va faire des marais salants, on va en faire une réserve naturelle. Bon, on fait les comptes, ça coûte très très cher parce que c'est un milieu qui va devoir se transformer, qui va être à l'abandon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça coûte très très cher et on se dit à ce moment-là, l'administration, ça coûtera moins cher de reformer les paludiers. Voilà. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une formation pour les paludiers. Et c'est dans les premiers mois que les paludiers, les jeunes qui viennent et qui sont essentiellement des enfants des chantiers de Saint-Nazaire. Pourquoi? Parce que leurs parents, leurs pères surtout, travaillaient dans les chantiers fermes. Et il y a toute une génération de jeunes qui est là. Ah, alors voilà, on a des jeunes, on va les faire venir à l'école et on va en faire des paludiers. Et l'anomalie, bien entendu, c'est que dans c'était première école de paludiers qu'on recrée, on va demander à Geneviève de donner cours parce qu'elle a étudié ça en tant qu'anthropologue. Elle a compris, elle a posé les questions qu'il faut, elle a fait parler les gens, elle a compris que c'est un savoir empirique et elle a analysé des choses très très particulières, comme le fait que les paludiers résistent au pèse-sel. On leur a dit, voilà, il y a le pèse-sel, c'est un instrument scientifique, c'est un pèse acide, si on veut, un degré d'acidité qui va vous dire si le sel peut précipiter ou non, s'il est prêt ou non. Et les saludiers rejettent ça. Alors on dit, bon, c'est parce que ce sont des traditionalistes, ils sont rétifs au savoir scientifique et des choses de cet ordre-là. Et on découvre, non, c'est parce que chacune de ces salines, de ces bassins de 8 mètres sur 8 mètres, a une vie particulière. Il y en a où il y aura des algues, d'autres où il n'y aura pas. Tout ça dépend des vents qui tournent. Il y en aura où pour arracher des salicornes, il reviendra toujours des salicornes et d'autres où il n'y aura jamais de salicornes, etc. Le savoir qui est demandé est très particulier. Tellement particulier que des règles universelles comme les règles scientifiques ne sont pas d'un très très grand usage. Et on raconte à cette époque le jeune qui a appris le métier du sel sur le marais avec son père, donc il a fait exactement ce qu'il fallait, mais pour une raison, je ne sais plus quelconque, il ne peut pas reprendre les marais de son père et il reprend les marais de son beau-père. Et ça marche pas. Voilà, parce qu'il connaît pas individuellement aucun de ces marais. Et donc, ça nous intéresse. On veut comprendre pourquoi ces populations sont tellement différentes, d'une certaine manière, et aussi qu'il y a quelque chose de commun. C'est ce savoir qui est un savoir empirique. Et du coup, on s'intéresse à des tas de choses. Et moi, quand j'étais à Cambridge, je fréquentais aussi bien même parfois plus assidûment les séminaires du département d'histoire et de philosophie des sciences. Je connais les gens qui ont essayé de théoriser le savoir empirique, comme Bernard Palissy en France, comme Paracels, etc. Tout ça m'intéresse et on va faire un livre où on va comparer ces deux communautés, où on va s'intéresser à la transmission des savoirs et on va faire apparaître aussi la spécificité de ces trois métiers. Parce qu'on trouvera la solution du mystère, la réponse au mystère des familles de 5 enfants en moyenne à Watt et de 2 enfants en moyenne à Mesquer et à Saint-Molf. Et la raison nous étonnera, mais d'une certaine manière, et aussi, elle me renverra, je dirais, à quelque chose qui était considéré pas comme un non-dit, mais comme presque un interdit, ce qu'on appelle le matérialisme vulgaire. Qu'est-ce que c'est le matérialisme vulgaire? Bien sûr, c'est une détermination quasiment totale par le monde extérieur de ce que font les êtres humains. Et c'est ça qui nous apparaît dans ce cas-là. Je m'intéressais beaucoup, c'était Salins qui avait fait ça. Il avait ressuscité la pensée de Chayanov
le grand spécialiste de la ferme russe. Bon, à l'époque soviétique, il découvrira des choses sur le fonctionnement de la ferme qui seront tout à fait indigestes pour Staline, qui le fera assassiner assez rapidement. Mais c'est la personne qui a compris la ferme, Chayanov, et en particulier, il a mis à l'avant un matérialisme grossier, qui est la détermination. Ça va un peu dans le sens de ce que Bourdieu avait rappelé, quand Marx dit ce n'est pas le fils aîné qui hérite de la ferme, c'est la ferme qui hérite du fils aîné. Et ça, nous le découvrons. Ce sont les bateaux de pêche qui déterminent la vie des gens, ce sont les fermes qui déterminent la vie des gens, ce sont les marais qui déterminent la vie des gens. Qu'est-ce qui explique un jour, voilà, on pense à ce matérialisme, je dirais, simpliste, en se disant, est-ce que c'est pas la vie des gens qui explique cette différence dans la taille des familles, avec en particulier dans cet endroit où la moyenne des enfants c'est 2 par famille, mais il y a parfois des séries de 6 filles qui sont à ce moment-là inexplicables. Pourquoi 6 filles alors que la taille de la moyenne de la famille est beaucoup plus petite que cela? Et on se dit, c'est peut-être leur métier. Et là, j'avais déjà découvert, grâce à Chayanov, j'avais découvert une chose que Chayanov disait, que c'est pas le nombre de producteurs dans une ferme qui détermine ce qui va être produit, c'est le nombre de consommateurs. Et ça, c'était bon. C'est une de ces véritables découvertes. C'est que 2 fermes où il y a 5 bras qui peuvent vraiment travailler, vont produire des choses tout à fait différentes, simplement parce qu'il y a moins de gens dans une certaine ferme à nourrir. C'est le nombre de consommateurs qui détermine ça. Et j'avais la chance que mes pêcheurs d'ouate, c'était des pêcheurs dont une des pêches principales, c'était la pêche au dormeur, c'est-à-dire le crabe tourteau. Et là, comme pour le homard, on jette des nasses à la mer, qu'on appelle des casiers. Et les pêcheurs, en général, ont des centaines de nasses. Bon. Et j'avais, sur les fiches de pêche, où je collectais l'ensemble de la pêche, de tous les pêcheurs, tous les jours, j'avais aussi le nombre de casiers qu'ils avaient mis en mer, le nombre de filières, comme on dit, des filières de 20 casiers à la fois, combien ils en avaient filé en mer. Et là, j'ai la pyramide des âges de mes familles ouataises, j'ai leur composition exacte, et là aussi, surprise, le nombre de casiers qui sont mis en mer chaque jour ne dépend pas du nombre de bons hommes, comme on dit là-bas, qui sont sur le bateau, pas du nombre d'équipages, mais du nombre de consommateurs à nourrir dans la famille. Donc ça nous aiguille, voilà, vraiment sur du matérialisme simpliste. Et du coup, on a l'hypothèse, est-ce que c'est pas le métier qui détermine la taille des familles? Et là, Geneviève et moi, on avait des dizaines d'heures d'interviews des gens. Pourquoi est-ce que vous avez eu tant d'enfants? Ah ben, parce que ceci, cela, parce qu'on voulait une fille en plus, etc. Et les gens ont plein d'explications. Qu'est-ce qu'on a vu? Sur le marais. Le marais, à cette époque-là, se transmettait qu'à un fils. Le marais salant, c'est une structure très très compliquée, avec des surfaces de chauffe, il y a un étier avec une vasière, il y a où l'eau de mer arrive, il y a des surfaces de chauffe, et puis il y a les lotis au milieu, etc. On ne peut pas découper ça entre plusieurs enfants. C'est une unité. Voilà, un marais, c'est une unité. À l'époque, les femmes ne font pas ce métier. Si, à l'époque où Geneviève est là, il y a, voilà, allez, je vais dire son nom, Marie Leberche. Marie Leberche fait le métier de paludier. Elle est la seule femme dans le bassin de Guérande. Ce sont des hommes. Le jour où un fils est né, on arrête d'avoir des enfants. Dans les villages de Mesquer, Saint-Molf, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ils sont, voilà, des villages véritablement de paludiers de la région de Guérande. Après, il y a le bassin du Metz, il y a un autre petit bassin qui est un peu plus au nord, où mon fils Armel est paludier en ce moment. Alors, je réfléchis, le bateau, quelle est la meilleure formule pour le bateau? La meilleure formule pour le bateau, et là, il y avait un mystère aussi, il y avait un mystère qu'il fallait résoudre, c'était pourquoi est-ce qu'un équipage d'un père avec ses enfants, avec ses fils, pourquoi est-ce que ça marche toujours? Pourquoi est-ce que c'est une entreprise qui est florissante, etc. Et pourquoi est-ce que dès que le père prend sa retraite, ça devient la pagaille, ça se termine, un équipage de frères, ça tient pas longtemps.
ça devient comme un équipage vili, je dirais, avec des accusations de sorcellerie. C'est pas les accusations de sorcellerie, mais c'est du même genre, c'est des querelles, etc. Non. Alors, explication de type psychologique. Oui, les frères sans l'autorité du père, etc., etc. Mais bon, voilà. Je pense à Chayanov. Je regarde la constitution des familles. Quand il y a un équipage de père, avec le père qui dirige, et un équipage de rien que des fils. Alors, qu'est-ce qui apparaît? Quand le père est avec ses fils, je l'ai dit tout à l'heure, on devient mousse à 14, 15 ans, etc. Donc, un équipage de père avec ses fils, ça nourrit quoi? Ça nourrit ceux qui sont sur le bateau, les fils qui ont au moins 14 ans, le père. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Il y a les enfants, les petits garçons un peu plus jeunes que ça. Il y a les filles qui c'est pas qu'elles ne font rien. Elles font la lessive, elles doivent nettoyer tous les jours voilà, toutes les tenues de tout le monde sur le bateau. Et ça prend presque toute la journée. Il y a une vache, il y a un cochon, il y a un jardin potager, etc. Mais bon, on a le père, on a 5 fils, on a à la maison 5 filles et la mère. Voilà. On a un groupe ça nous fait quoi? Autour de 15 personnes. Quand je regarde mes équipages de frères, au moment où le père prend sa retraite, les enfants, à ce moment-là, les membres d'équipage, les hommes, ils ont 20, 25 ans, etc. Ils ont tous déjà à la maison une épouse, plusieurs petits-enfants. Voilà. Et j'arrive à des moyennes là, de consommateurs, à ce moment-là, on passe de 20, on passe à 40, on passe à 50. Et je remercie Saint Chayanov au ciel en disant, mais voilà, c'est pas parce qu'un père avec son autorité, etc. C'est parce que le nombre de consommateurs qui dépend a doublé. Évidemment, un nourrisson, et là, je fais les calculs comme l'avait suggéré Chayanov. On compte pas un nourrisson comme une personne entière, des choses comme ça. Je fais le calcul. J'utilise même, je dirais, carrément sa table. Et là, qu'est-ce qu'il faut alors pour qu'un bateau soit un bateau le plus rentable possible? Il faut le père avec ses 4 fils. Il faut attendre d'avoir les 4 fils pour arrêter de faire croître la famille. Et s'explique aussi les familles exceptionnelles à Mesker et Samov avec 6 filles. Pourquoi ces 6 filles dont à l'époque, dont la plupart finiront au couvent parce qu'on ne peut pas les doter comme il faut. Pourquoi les 6 filles? On attend le fils. Et voilà. Et quand il y a 6 filles, on arrête quand même parce que on dit ça marchera jamais. Et ça produit voilà des situations où il faudra trouver un beau-fils pour le faire venir sur l'entreprise parce qu'il y a pas de fille dans la famille pour continuer. Alors voilà, un livre dont j'ai le plaisir que je pourrais parler à nouveau à un congrès de sciences de l'éducation. On m'invite au mois de novembre. C'est une chose dont on me demande de parler quelques fois, et à Geneviève, bien sûr, également de ce livre qui s'appelle donc La transmission des savoirs, mais où nous parlons nous parlons aussi de la transmission du travail, de ces entreprises que sont un bateau et que sont un marais salon, des choses de cet ordre-là.